Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, derrière les discussions à cœur ouvert à Paris, la réalité du terrain militaire et les dessins américains devraient rapidement doucher les espoirs d'Emmanuel Macron. En France, le cordon sanitaire à l'épreuve du temps, alors qu'une possible dissolution est évoquée. Le fameux barrage contre le RN semble de plus en plus dépassé. Et enfin, une page municipale, déjà avec la mise en orbite de la candidature de Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon, qui tentera de débarrasser la capitale des Gaules des écologistes. Emmanuel Macron jouait les gros bras jeudi en recevant le président Zelensky avec sa coalition des volontaires pour prêter assistance à l'Ukraine. Mais derrière ces apparentes démonstrations de force des Européens se dessine en réalité leur mise en coupe réglée par les États-Unis. Nicolas de Lamberterie. S'offrant le luxe d'oublier pendant 48 heures les graves difficultés auxquelles il était confronté en politique intérieure, Emmanuel Macron semblait particulièrement fier, derrière son air grave, de recevoir le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les partenaires européens de la dite coalition des volontaires. L'objectif de cette coalition des volontaires, menée principalement par la France et le Royaume-Uni, est de mettre en place des forces dites de réassurance dès lors qu'un cessez-le-feu aurait lieu en Ukraine. En l'état actuel des choses, cette hypothèse reste encore assez spécieuse, étant donné que le conflit se poursuit et que les Russes continuent de bombarder de nombreuses cibles sur l'ensemble du territoire ukrainien, en particulier usines ou autres installations pouvant avoir un caractère militaire. Bien que moins bien dotée, la partie ukrainienne n'est pas non plus en reste et s'est assez efficacement attaquée aux installations énergétiques russes ces dernières semaines, avec de nouvelles frappes la nuit dernière sur la raffinerie de Ryazan. Du côté du front, la ligne n'a pas beaucoup bougé depuis la petite percée russe de début août au nord de Pokrovsk, même si l'Ukraine affirme que la Russie aurait massé jusqu'à 100 000 hommes en vue de la prise d'assaut de cette importante ville fortifiée du Donbass. De l'autre côté du front, plusieurs témoignages semblent confirmer que l'armée russe aurait pénétré dans la ville fortifiée de Kupiansk, située dans l'oblast de Kharkov, qui ne fait officiellement pas partie des actuelles revendications territoriales de la Russie. En cas de prise de Kupiansk, ville située sur une colline, les forces russes se trouveraient alors en capacité de pilonner Sloviansk avec leur artillerie. Avec Kramatorsk, la ville de Sloviansk est le dernier gros morceau du Donbass que les Russes tiennent absolument à conquérir, d'autant qu'il revêt une importance symbolique pour la partie russe, étant donné que début 2014, c'est dans cette ville de Sloviansk qu'avaient eu les premières insurrections contre le Maïdan. L'autre dimension assez spécieuse de la coalition des volontaires est que la partie russe a toujours martelé son opposition ferme à la présence de troupes européennes sur le territoire ukrainien et réaffirmé que ces troupes constitueraient des cibles légitimes. Surtout, derrière le volontarisme affiché par le président français, les autres pays européens font surtout semblant et attendent en réalité de connaître la nature précise de l'engagement américain en Ukraine. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs gardé de répondre précisément aux questions de la presse lorsque les journalistes lui ont demandé quels étaient les engagements précis des 26 pays, en particulier lesquels sont disposés à envoyer des troupes au sol, arguant de la nécessaire confidentialité de ces informations stratégiques. Le président Zelensky a quant à lui évoqué plusieurs milliers de soldats européens qui pourraient être envoyés en Ukraine, preuve qu'a priori, en dehors de la France et peut-être du Royaume-Uni, personne n'est réellement disposé à envoyer des troupes en Ukraine. Mais derrière tout ce rideau de fumée, d'autres enjeux beaucoup plus sérieux ont pu transparaître. C'est ainsi que lors de la visioconférence entre les pays membres de la dite coalition des volontaires réunis à Paris et le président américain Donald Trump, il est apparu que Trump a demandé aux Européens de faire pression économiquement sur la Chine, étant donné qu'elle est en partenariat serré avec la Russie. Trump aurait également exprimé son mécontentement quant au fait que l'Europe achète toujours des matières énergétiques à la Russie, une déclaration qui semble en contradiction avec le message amical envoyé par Trump à Viktor Orban et Robert Fico lorsque ces derniers se sont plaints des attaques ukrainiennes sur l'oléoduc Druzhba qui alimente la Hongrie et la Slovaquie en pétrole russe via l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est publiquement réjoui de cette position de Trump à propos des pays européens qui achètent toujours du pétrole russe, oubliant au passage que la France a considérablement augmenté ses importations de GNL russe en 2024, sans que cela ne semble susciter le même agacement. En réalité, ce qui se dessine semaine après semaine et mois après mois, derrière toutes ces gesticulations autour du conflit en Ukraine, c'est la mise en coupe réglée toujours plus brutale de l'Europe au profit des États-Unis, étant donné que ces derniers ne sont parvenus à ne contenir ni la Chine ni l'Inde et que la Russie semble maintenir son cap sans faire attention aux rodomontades de Trump. D'ailleurs, lors de leur récente rencontre,
Les présidents Poutine et Xi ont négocié un accord énergétique gigantesque entre la Russie et la Chine, qui obtiendra une énergie russe encore moins chère que les tarifs dont bénéficiaient les Européens, qui en sont maintenant réduits à être les clients des États-Unis. Mais les Européens pourront prochainement se réconforter en ayant une nouvelle facture à payer, puisque les Américains entendent facturer aux Européens leur stationnement sur le flanc est européen de l'OTAN, comme vient de le révéler le Financial Times, sur les mêmes modalités qu'ils font payer aux pays asiatiques le coût de leur présence en Corée ou au Japon. Au final, le seul et unique point sur lequel absolument tout le monde est d'accord, que ce soit Trump, Poutine, Zelensky ou les Européens, c'est sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, puisque ce sera aux Européens de se saigner à blanc pour payer la reconstruction d'une Ukraine démolie par un conflit déclenché par d'autres. Et l'illusion qu'il y aurait en compensation des marchés à conquérir serait bien vaine, puisque les Américains ont d'ores et déjà, faut-il s'en souvenir, passé des accords avec Kiev sur l'exploitation des terres rares en Ukraine. Outre celui des soldats et des civils morts durant le conflit, la guerre en Ukraine sera bel et bien le tombeau possiblement définitif de l'Europe, qu'importent les gesticulations d'Emmanuel Macron. La chute J-3 alors que François Bayrou semble irrémédiablement poussé vers la sortie. Le parti de Marine Le Pen réclame la dissolution et se prépare à affronter un front républicain qui semble de plus en plus fragile. Explication Édouard Chano. Le Front républicain, ce rempart historique contre le Rassemblement national, survivra-t-il à une nouvelle bataille électorale, alors que le vote de défiance du 8 septembre pourrait précipiter une dissolution de l'Assemblée nationale? Ce barrage politico-médiatique vacille. Dans les coulisses, les partis s'activent déjà en vue d'une dissolution, puisque l'hypothèse d'un Premier ministre de gauche qui reflèterait la victoire du nouveau Front populaire aux dernières élections législatives ne garantit pour l'heure aucune stabilité institutionnelle. LFI reste en embuscade, les Républicains aussi, et le Rassemblement national, de son côté, a prévenu être prêt à censurer tout gouvernement qui mènerait la même politique que François Bayrou. Celui-ci a fait son temps, selon la députée du Var, Laure Lavalette, qui en appelle à la dissolution. Bon, ce qui est certain, c'est que François Bayrou vit ses derniers moments de Premier ministre, de ne pas avoir, j'allais dire, écouté Marine Le Pen qui déjà, dès le 25 juillet, lui disait que les prévisions pour son budget étaient absolument catastrophiques et qu'elles allaient aggraver la crise budgétaire dans laquelle nous sommes et aggraver le quotidien des Français. Il a préféré faire la sourde oreille, donc évidemment, nous ne voterons pas la confiance à François Bayrou ni à son gouvernement, qui est rempli de ministres qui sont responsables de la situation terrible dans laquelle se trouvent les Français. Donc voilà, nous allons faire tomber ce gouvernement lundi, faire tomber ce Premier ministre. Après, au président de la République de voir ce qu'il compte faire. Nous plaidons toujours pour un retour au peuple. Le général de Gaulle disait que le peuple était la Cour suprême. Nous partageons évidemment cette analyse. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que les Français ont été privés de l'alternance qu'ils appelaient de leur vœu à la suite des élections européennes et du premier tour des élections législatives. S'il n'y avait pas eu ces alliances absolument contre nature entre LR, le Bloc central et le Nouveau Front populaire, nous n'en serions pas là. Jordan Bardella serait déjà Premier ministre depuis un an. En juin 2024, le Front républicain avait joué un rôle clé après la victoire du RN au premier tour avec 33,2% des voix. 210 candidats, 130 du nouveau Front populaire et 80 d'ensemble s'étaient alors désistés pour réduire le nombre de triangulaires de 306 à 89. On connaît la suite, le RN échouait à obtenir la majorité malgré un record de 143 élus. Le NFP décrochait 182 sièges et ensemble 168. Mais plus d'un an après, les sondages donnent pour l'heure le RN largement en tête des intentions de vote à 31,5% selon l'étude ELAB BFM TV du 30 août, suivi par la gauche à 23,5% si elle est unie et à 16,5% en cas de désunion avec LFI qui n'atteindrait que 10%. D'ailleurs, ce dernier scénario semble se dessiner puisque Raphaël Glucksmann et Place Publique ont rejeté l'alliance au premier tour avec la formation de Jean-Luc Mélenchon, craignant dans les colonnes de Libération faire un cadeau au RN en adoubant des candidats LFI. En disgrâce, le parti présidentiel culminerait quant à lui à 14% et jouerait ainsi sa survie. Mais point crucial de l'étude, 53% des Français refusent l'idée d'un barrage au RN en cas de dissolution contre 46%
en faveur, signe donc d'une lassitude grandissante. L'ancien président Nicolas Sarkozy, dans les colonnes du Figaro le 2 septembre dernier, enfonçait le clou, jugeant d'une part que la dissolution était la seule solution, avant de prophétiser que la stratégie du Front républicain ne marchera pas une deuxième fois. Un avertissement crucial, puisque dans les années 80 et François Mitterrand, le cordon sanitaire a été élaboré par la gauche pour contraindre la droite dite de gouvernement. Son succès dépend de la soumission de cette dernière. Or, déjà en 2024, dans la foulée des dernières élections législatives, la Fondation Jean Jaurès soulignait dans une étude que plus de la moitié des sympathisants LR, 56%, partageaient l'idée que le Front républicain n'était qu'une tactique permettant aux partis traditionnels de garder le pouvoir. En 2024, face à un candidat d'ensemble, ils étaient 21% à avoir choisi l'abstention et 26% à avoir choisi le vote RN. Et en cas de duel avec un candidat de gauche, LFI ou socialiste, ils étaient moins d'un tiers à avoir choisi le Front républicain. Si l'on en croit le RN, l'enjeu est de taille. 50 à 100 de leurs candidats auraient été défaits à quelques centaines de voix près en 2024 dans des triangulaires. Un an plus tard, tout pourrait changer. Laure Lavalette souligne en effet que la situation tragique des Français et le ras-le-bol généralisé annoncent une véritable révolution dans les urnes. Plus à craindre, je n'en sais rien, c'est aux Français de décider, mais moi en tout cas je peux vous dire que sur le terrain, j'ai l'impression qu'il s'est fortement estompé. La situation de blocage dans laquelle le dernier Front républicain nous a menés est absolument délétère pour les Français, encore plus de précarité, on n'avance sur aucun sujet. Vous savez, les Français ils veulent toujours moins d'immigration, toujours plus de sécurité, toujours plus de pouvoir d'achat, toujours plus de pouvoir public qui fonctionne. On a encore 2700 professeurs qui ne sont pas devant les classes. Vous prenez la situation de l'hôpital, c'est absolument catastrophique. Un tiers des Français n'ont plus que 100 € le 10 du mois. Enfin, la situation n'a jamais été aussi hors contrôle dans tous les domaines. Il est temps qu'il y ait un sursaut. Ce sursaut, il ne pourra venir que des urnes. Après, à nous aussi de convaincre encore, d'être encore meilleurs, d'aller convaincre les gens qui ne voulaient pas voter pour le Rassemblement national, qu'effectivement, nous sommes capables d'incarner cette alternance. Président historique de l'Olympique lyonnais et peut-être demain maire de Lyon, Jean-Michel Aulas a annoncé sa candidature dans la capitale des Gaules. Jeudi, il part sans étiquette mais soutenu par la droite. Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas. Une rockstar à la mairie de Lyon. Jeudi, le président emblématique de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a annoncé son intention de se présenter à la mairie de Lyon pour les élections municipales de 2026. Lors d'un point presse, aux côtés de Laurent Wauquiez, chef de file des députés LR et ancien président de région, et Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement, Aulas a déclaré qu'il officialisera sa candidature dans quelques jours, sans étiquette politique, prônant une union large pour reconquérir la ville. Vous le savez, je vais prochainement déclarer un certain nombre de projets que vous attendez tous. Je ne vous donnerai pas la date encore aujourd'hui, mais sachez qu'on est dans les starting blocks. Un vocabulaire résolument sportif pour celui qui a emmené l'Olympique lyonnais au sommet et qui a dirigé ce club de football pendant quelques 36 années. Loin d'être seulement un homme du foot, Aulas est avant tout un entrepreneur à succès, fondateur de la société Cegid, entreprise de traitement de données informatiques, d'hébergement et d'activités. Son annonce intervient dans un contexte marqué par une nouvelle règle électorale issue de la loi PLM, Paris-Lyon-Marseille, qui régit les élections dans ces 3 villes. Cette réforme, perçue comme favorable à Jean-Michel Aulas, ajuste le mode de scrutin pour renforcer l'influence des arrondissements, facilitant potentiellement une victoire pour un candidat fédérateur comme lui. Le soutien des Républicains constitue un atout majeur pour Aulas. Pierre Oliver, initialement candidat LR, s'est retiré en sa faveur, scellant une alliance orchestrée par Laurent Wauquiez. S'il n'endosse pas la tenue d'un candidat de droite, Aulas entend néanmoins viser tout particulièrement les écologistes et notamment le maire actuel, Grégory Doucet. Ce sentiment, bien sûr, de sécurité, mais quand je vois cette ville très sale, très taguée, qui correspond plus du tout à l'attractivité que nous avions. Ni droite ni gauche, comme en témoigne sa proximité passée avec l'ancien maire PS, puis macroniste Gérard Collomb, mort en novembre 2023 et dont il a repris le micro-parti Prendre un temps d'avance.
Aulas bénéficie également du soutien du camp présidentiel avec Renaissance, Horizon et le MoDem et cherche à rallier des figures de la société civile ainsi que des personnalités de gauche comme l'ancien maire Georges Kepenekian, ex-PS et macroniste. Il entend également constituer une liste à 50% non politique. Son approche des élections semble osciller entre pragmatisme, bon sens, mais également avec une touche de démagogie que les amateurs de football connaissent bien chez ce personnage toujours enclin à défendre les intérêts de son club au risque de la mauvaise foi ou de la langue de bois. Ici, difficile de ne pas en voir quelques traces. Et donc je me rends compte qu'il faut, à partir de là aussi, avoir une approche qui est une approche de partage. Et pour partager les choses, il faut d'une part être unis, et puis il faut en créer. Il faut créer de la valeur. Crédité fin juin de 55% d'opinion favorable contre seulement 36% pour Grégory Doucet, l'ancien patron de l'OL a une carte à jouer, d'autant que sa communication n'est pas dénuée d'une certaine forme de populisme qui pourrait faire mouche contre les écologistes à Lyon. Côté concurrence, l'Union des gauches devrait se faire contre Aulas, qui sera qualifié d'affairiste, tandis que le Rassemblement national et l'Union des droites républicaines d'Éric Ciotti n'ont pas encore présenté de champion officiel et pourraient se trouver bien embarrassés par cette candidature. Passons à présent à l'actualité en bref, en France. Macron, champion du Made in France. La célèbre marque Petit Bateau a été cédée au fonds américain Regent, comme l'a annoncé sa direction jeudi. Un nouveau revers pour l'industrie textile française, malgré un chiffre d'affaires de 240 millions d'euros en 2024, plus 3%. La marque iconique fondée en 1920 illustre le déclin économique tricolore face à la concurrence mondiale et la baisse de la natalité. Avec ses nouveaux patrons américains, la marque au petit navire devra peut-être en finir avec ses lubies inclusives, la marque étant en pointe sur ce sujet. De son côté, la production des Cachou-la-Jaunie, passie toulousaine emblématique depuis 1880, s'est arrêtée à l'automne 2024 après son rachat par Perfetti Vanmel. Ce choix, motivé par une évaluation défavorable des nouveaux propriétaires hollandais, symbolise là encore l'effondrement industriel français. Une pétition pour relancer les confiseries toulousaines est disponible en ligne. Des voleurs et profanateurs d'églises bientôt devant les juges. Lundi, 3 individus ont été arrêtés après le cambriolage de 27 églises dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques depuis le mois de mai, un phénomène de vol qui inquiétait les paroisses du sud-ouest. Plusieurs ciboires et calices ont été retrouvés. Notons que les voleurs ont indiqué s'être débarrassés des hosties consacrées après leurs méfaits. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce n'était pas les hosties, mais plutôt la valeur pécuniaire des objets liturgiques qui les intéressait. Tous les 3 inconnus de la police y sont placés en détention provisoire et seront jugés en octobre pour 28 faits qualifiés de vol de biens dans des édifices affectés au culte, accompagnés d'actes de dégradation. Une attaque envers le patrimoine d'une région. Jeudi, à Limoges, le musée Adrien Dubouchet, véritable institution dans la capitale de la porcelaine, a été cambriolé. Les pièces volées étaient visibles dans le cadre d'une exposition temporaire de porcelaine chinoise. Notons qu'elles appartenaient à un particulier. Le préjudice est estimé à 9,5 millions d'euros. Encore une importation du conflit israélo-palestinien. Jeudi soir, à Nice, 3 individus d'apparence extra-européenne portant des drapeaux palestiniens ont été interpellés et placés en garde à vue après avoir tenté d'entrer de force dans une synagogue. Une femme enceinte aurait été bousculée dans la mêlée. Les 3 prévenus sont 2 femmes quadragénaires et un homme sexagénaire. Ils font l'objet d'une enquête en flagrance ouverte pour violence aggravée par 3 circonstances, sur personnes vulnérables en réunion et en raison de la religion, et injure publique en raison de la religion. Le maire de Nice, Christian Estrosi, qui n'est pas non plus le dernier à apporter ce conflit dans sa municipalité, a naturellement condamné ces exactions. L'actualité internationale en bref. Tension en mer. Le Pentagone accuse des avions vénézuéliens de survol provocateur. Le 4 septembre, le commandement américain a dénoncé le survol de son destroyer, l'USS Jason Dunham, par 2 chasseurs F-16 vénézuéliens dans les eaux internationales du sud de la mer des Caraïbes. Selon un responsable cité par le New York Times, le navire n'a pas réagi à cette provocation. Dans un communiqué publié sur X, le département de la Défense a averti Caracas contre toute escalade, accusant le régime de Nicolás Maduro d'entraver les opérations antidrogue et antiterroristes américaines. Washington, qui a déployé des navires dans la région, intensifie sa pression sur Maduro, accusé par Donald Trump de diriger un réseau de narcotrafic. Le président américain a revendiqué une frappe récente ayant tué 11 narcoterroristes du cartel vénézuélien Tren de Aragua. Maduro, dénonçant une menace d'invasion, a promis une lutte armée pour défendre son territoire, bien que Washington n'ait pas explicitement brandi la menace d'intervention militaire.
Un dîner à la Maison-Blanche scelle l'alliance entre Trump et la tech. Jeudi 4 septembre, Donald Trump a réuni à Washington un parterre de poids lourds de la tech américaine, dont Mark Zuckerberg de Meta, Tim Cook d'Apple, Bill Gates de Microsoft, Sam Altman d'OpenAI et Sundar Pichai de Google. Ce dîner, marqué par l'absence d'Elon Musk en froid avec le président, a mis en lumière le ralliement massif des géants de la tech aux républicains. Zuckerberg a salué l'initiative, soulignant les investissements des entreprises dans les infrastructures aux États-Unis. Tim Cook et Sam Altman ont loué le soutien de Trump aux entreprises, contrastant avec les tensions de son premier mandat. Bill Gates, lui, a plaidé pour une IA au service du développement mondial. Ce rapprochement s'accompagne d'une réorientation des priorités, fin des aides internationales, abandon de programmes de diversité et de lutte contre les fake news au profit d'une politique pro-entreprise. Coûteuse rémigration pour l'Australie. Le pays dirigé par des travaillistes a conclu un accord avec la République de Nauru pour y transférer jusqu'à 354 migrants en situation irrégulière pour un coût de 1,4 milliard d'euros sur 30 ans, incluant un paiement initial de 229 millions d'euros et 39 millions annuels. Confirmé mercredi au Parlement australien, cet accord ravive une politique controversée d'externalisation de l'asile, suspendue en 2023. Nauru, troisième plus petit État mondial avec 12 500 habitants, est un désert inhabitable ravagé par l'exploitation du phosphate et menacé par la montée des eaux. Cette décision, critiquée comme cynique par ses détracteurs, est néanmoins prise par la gauche majoritaire. Giorgio Armani est décédé. Le styliste s'est éteint jeudi à 91 ans, laissant un héritage monumental dans la mode. Né en 1934 à Plaisance, en Émile-Romagne, il a révolutionné l'élégance avec sa veste déstructurée et son style minimaliste, incarnant la sprezzatura italienne. Fondé en 1974 avec Sergio Galeotti, sa marque s'est imposée grâce à des créations intemporelles, du prêt-à-porter à la haute couture et des collaborations avec Hollywood, habillant Diane Keaton ou Richard Gere. Armani a diversifié son empire avec 500 boutiques, des parfums et même de l'hôtellerie, tout en restant indépendant. Une veillée publique aura lieu les 6 et 7 septembre à Milan, célébrant un visionnaire qui a redéfini la mode mondiale avec une élégance discrète. Ce soir, un numéro d'Open Box TV et pour le retour du samedi politique, Élise Blaise reçoit le député européen et ancien ministre Thierry Mariani pour évoquer le marasme politique en France et l'obsession guerrière d'Emmanuel Macron. Dimanche, terre de mission et contre-enquête, lundi dès 7h, Open Box TV. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, bonne fin de semaine à tous, à lundi.